Salut les Tindalleuses, salut les Tindalleux, salut les grands anciens, salut les petits nouveaux. Ce soir, pour la nuit de l'immonde Valpurgis, nous allons vous présenter le 13e et dernier quartier de la ville de Bath, Sagadaok, également appelé les nouveaux quartiers. Salut Chouba, ça fait toujours plaisir de t'avoir avec nous. Alors, les nouveaux quartiers. Pour commencer, c'est un grand espace, comme vous pouvez le voir sur la carte, et ce grand espace a fait la fortune de Savinien de Nemours. Ce Français a en effet vendu de très nombreuses terres, ce qui lui a permis de ramasser un confortable paquet d'argent. En effet, à partir des années 1900, les Bath Iron Works de Andrew Hyde n'ont cessé de croître, attirant par là une population de plus en plus nombreuse dans la ville. La population a triplé en un peu plus d'une décennie. Et il fallait loger tous ces gens. Et c'est la raison pour laquelle les nouveaux quartiers se sont développés. L'un des grands projets de ce nouveau quartier est l'Olympia Tower. C'est un projet développé par Andrew Hyde en personne. Il veut qu'à Bath, il y ait un gratte-ciel. Alors, Olympia Tower, parce que sa fille s'appelle Olympia, mais également en référence à l'Olympe et ses dieux. Ce projet pharaonique a comme ambition d'accueillir les bureaux de la Bath Iron Works, qui n'a cessé de se développer, et aura sur son pourtour des statues de dieux de l'Olympe, couronnées à son sommet par une statue de Zeus, la foudre en main. On dit que Andrew Hyde a lui-même prêté ses traits pour la statue de Zeus et ça fait jaser dans la ville. Tout en haut de la tour, sous une verrière, un restaurant, l'Ambroisie, devra permettre aux gens de qualité de manger avec une vue panoramique sur la cité. Bien évidemment, ce projet a pour objectif d'être construit au cœur des nouveaux quartiers. Pour cela, cette idée, en fait, elle est née à Hyde sans doute du projet qu'avait Pierre-Octave Boucher de Boucherville, un ambitieux que je vous ai présenté dans South Bend qui rêve de devenir président des États-Unis, qui voulait construire une tour Boucher à Bath, mais le projet n'a jamais vu le jour. Donc ça a sans doute inspiré Hyde qui s'est dit que, après tout, les poutrelles d'acier, ça se fait bien quand on a une aciérie. Et ça permet de construire très rapidement de très grands bâtiments. Et donc, Hyde a décidé de faire cela en plein cœur des nouveaux quartiers. Alors, le chantier est commencé, mais on est bien loin d'une tour terminée. Peut-être que la tour pourra être inaugurée avant l'élection municipale. Qui sait, ça serait une excellente pub pour Andrew Hyde qui est sur la liste de Gordon Marty. En attendant, les nouveaux quartiers n'ont pas cessé d'attirer des investisseurs, des promoteurs immobiliers. C'est vraiment la ville moderne de Bath. Il y a même des constructions un peu plus éloignées, vous voyez là en haut, ces petites parcelles carrées toutes moches. C'est des projets développés par Adam Ward Jr., un promoteur immobilier concurrent d'Antoine Aimé Brodeur que je vous avais présenté dans le quartier de Bois d'Anam. Adam Ward Jr. profite de cet afflux de population pour permettre à tout le monde d'habiter près de ce qui sera sans doute le nouveau poumon économique de la région. Les nouveaux quartiers attirent également en périphérie
des bourgeois plus installés, comme le couple Silver, composé de ce professeur d'université, Howard Silver, et de Augusta Richmond, épouse Silver, qui a pour vocation à reprendre l'entreprise d'engrais de son père. Et donc, on voit ainsi que ce soit des gens avec relativement peu de moyens qui achètent des logements chez Adam Ward Jr. ou des grands bourgeois sur Sweet Garden Boulevard, on voit dans les nouveaux quartiers un peuple extrêmement varié. Les rues grouillent de monde, il y a de l'agitation, il y a de l'électricité, il y a des forts de thé qui roulent dans les rues et on est en pleine modernité. L'un de ceux qui profitent le plus de cette modernité, c'est Leviticus Mallory. Leviticus Mallory, c'est une brute épaisse. Un type qui respecte la force physique et le management brutal. Il est arrivé dans la ville de Bath en 1917. Et pourquoi est-il arrivé dans la ville de Bath en 1917? Pour reprendre la tête de l'antenne locale du Trust Carlston. Le Trust Carlston, c'est une gigantesque société qui gère la plupart des contrats de BTP de la ville. Elle est en place depuis 1880 dans la ville et en fait, tous les grands travaux publics passent par le Trust Carlston. Malheureusement, le Trust Carlston a eu quelques petits problèmes avant 1917. Zachariah Gray, un directeur, est mort dans l'éboulement d'une mine, avec la plupart de son équipe rapprochée. Il a ensuite été remplacé par Nicholas Patson, un ivrogne notoire au comportement débauché, qui s'est retrouvé au plein cœur d'un scandale de corruption et de détournement de fonds. Il y a eu des manifestations contre lui, c'était Wash the Trash, et Nicholas Patson s'est suicidé. Le Trust Carlston était en mauvaise posture et ils ont décidé d'envoyer un homme fort, Leviticus Mallory. Et Leviticus Mallory est arrivé et a repris les... le taureau par les cornes. Il a repris la boutique. Et c'est vrai que les contrats ne cessent d'affluer en provenance de la municipalité et même de certains privés pour le Trust Carlston. Leviticus Mallory, telle une anguille un peu pataude, se fraye un chemin dans tous les cercles d'influence de la ville. On le voit par exemple au club de bonne manière d'Eleanor Fletcher, plutôt de sensibilité démocrate, et il a appris là-bas des choses essentielles que toute personne devrait savoir. Par exemple, que l'on dit fourchette et non fourche pour désigner ce truc qui sert à piquer les aliments. On le voit également aux côtés de Gordon Marty, l'ancien maire qui prépare son retour. Les convictions de Leviticus Mallory sont assez élastiques et il aime se mettre à proximité de ceux qui ont le pouvoir. Il est riche, bien évidemment, car le Trust Carlston le paye grassement. Et dans les nouveaux quartiers, on voit également des boutiques fleurir. En 1908, il y a eu un grand magasin qui a ouvert, les Galeries Barry. Les Galeries Barry, on y trouvait un peu de tout, à des prix relativement modérés. C'est un gigantesque espace, donc. Mais cet espace commence à avoir un peu mauvaise presse. En effet, les articles sont de mauvaise qualité, mais la soif de consommation ne s'est pas éteinte. Il y a juste eu de la concurrence qui est arrivée. Gabriel Burdon en est l'une des figures. Gabriel Burdon, c'est quelqu'un qui travaille pour la chaîne de supermarchés Atlantique et Pacifique. Il est arrivé à Bath et il est vrai que son supermarché a commencé à faire un peu de l'ombre aux Galeries Barry. Le principe de ce supermarché, c'est que l'on peut
y venir et acheter toutes sortes de choses. Gabriel Burdon est partisan d'une extension la plus large possible des horaires du magasin et il rôde lui-même dans les couloirs de son supermarché pour donner des conseils avisés aux clients. Il est un peu envahissant, mais il ne se départit jamais de son sourire. Il est ravi d'être arrivé dans la ville de Bath. Il ne semble pas du tout inquiet par certaines rumeurs qui courent sur une criminalité endémique dans la ville. Lui, il espionne ses employés et il espère que son supermarché parviendra à conquérir définitivement le cœur de tous les consommateurs de la ville de Bath. Comme je vous le disais, c'est la modernité qui caractérise le quartier de Sagadahoc et c'est là-bas que se trouve le central téléphonique de l'AT&T dont le responsable local est Walter Schwartz. Walter Schwartz, c'est l'homme du téléphone. C'est un produit bafois. Il vient d'une famille extrêmement modeste qui travaillait sur les docks et il a réussi à gravir les échelons grâce notamment au soutien de Monsieur Richmond qui lui a payé sa cotisation au club des machines mécaniques et électriques alors que Walter Schwartz n'était qu'un télégraphiste pour la Western Union. Et Walter Schwartz a commencé à se tisser un réseau dans les cercles politiques et il est devenu le responsable donc du téléphone dans la ville et il a commencé à caresser des ambitions politiques. Comme je vous le disais la dernière fois, il s'est en effet rapproché de Salomon Fairfield. Alors, Salomon Fairfield, c'est un fabricant de soda. Lui aussi, c'est un pur produit bafois. Ses parents travaillaient dans l'assainissement de l'eau. Ils se sont saignés aux quatre veines pour lui permettre de s'inscrire à l'université dans la prestigieuse fraternité Warburton. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, regardez la vidéo sur la présentation du quartier de l'université. Et ça a permis à Salomon Fairfield de commencer à tisser des liens avec les gens importants de la ville. Malheureusement, ses parents, qui étaient des soutiens du docteur Brighton, qui était le candidat malheureux à l'élection municipale de 1900 pour le Parti républicain et qui a subi une franche défaite, ses parents se sont suicidés, laissant Salomon Fairfield seul. Seul, il faisait des études de chimie, il n'a pas baissé les bras. Et il n'a cessé de travailler d'arrache-pied, d'élaborer des formules. Des formules pourquoi? Des formules pour créer le meilleur soda de tous les temps. Il s'est inspiré, dit-il, des traditions algonquines de la région et il a ainsi créé, en 1903, le Passamaco Dry. Alors, pourquoi le Passamaco Dry? Passamaco, c'est pour faire référence à une tribu algonquine qui vivait dans l'état du Maine, qui vit encore dans l'état du Maine, mais dont la population s'est considérablement réduite avec la colonisation. Les Passamaquoddy. Dry, parce que ce n'est pas de l'alcool et c'est donc une boisson saine. Avec ses saveurs de myrtille et d'herbes diverses, le Passamaco Dry, avec sa splendide affiche qui présente un Amérindien serrant la main d'une tunique bleue, le Passamaco Dry veut être le soldat, pardon, pas le soldat, le soda de la réconciliation. Et ça marche bien, le soda, en 1903. Euh, alors, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le Passamaco Dry n'est pas si ignoble que cela. Euh, je vous en parlerai un tout petit peu. Après, on a fait des recettes de Passamaco Dry lors de la quatrième édition de BAF, et bah, c'est pas si mauvais que ça. Bien, euh, le Passamaco Dry, donc, c'est l'une des entreprises importantes de la ville de Bath
Merci Olivier de reconnaître la qualité du Passamaquoddy qui promeut la paix et la fraternité depuis 1903. Le Passamaquoddy, euh... on mettra la recette, on mettra la recette en ligne. On ne va pas la garder secrète. Le Passamaquoddy, donc, c'est une des deux entreprises qui sont présentes sur cet angle-là, qui est le Sugar Corner. Le Sugar Corner, c'est donc le coin du sucre, quoi. Pourquoi on l'appelle comme ça? C'est que dans la ville de Bath, il n'y a pas que Salomon Fairfield et son soda en termes de fabricants de sucreries. Il y a également Ernie's Candies et sa souriante patronne, Evelyn Carter. Evelyn Carter est veuve depuis 1900, son époux étant décédé d'un tragique arrêt cardiaque. Euh, Elle a décidé de continuer à fabriquer des bonbons comme elle le faisait avec son époux, mais elle a renommé la boutique du nom de leur enfant qui venait de naître, Ernie. Et donc, Evelyn Carter est la patronne de Ernie's Candies. Evelyn Carter est une femme qui se donne des allures de grand-mère, même si elle n'est pas si vieille que ça, et qui cherche à être sympathique. En effet, elle dit qu'il faut toujours sourire pour montrer que toutes ces histoires de caries, c'est de la propagande de médecins, de dentistes en particulier. Son fils, Ernie, est un fils à maman qui n'a pas beaucoup cherché à s'éloigner de sa maman, car il est devenu responsable de la sécurité dans les entrepôts de Salomon Fairfield. Evelyn Carter et Ernie Carter sont partisans des valeurs traditionnelles de l'Amérique et pensent qu'il vaut mieux prendre une petite sucrerie que de commettre un gros péché. Ces sucreries et ce soda s'écoulent particulièrement bien chez Dolly Bitzer. En effet, Dolly Bitzer est la directrice du cinéma de Bath. Alors, quand elle est arrivée dans la ville, elle a commencé à racheter une petite épicerie, elle a commencé à diffuser des vidéos dedans. Et petit à petit, ça a attiré de plus en plus de monde. Et donc, elle a eu de plus en plus d'argent. Et donc, elle a racheté les boutiques autour de cette épicerie et a agrandi son cinéma. Son cinéma avec ses grands miroirs sur la façade et son slogan Venez contempler le miroir du monde attire des foules toujours plus nombreuses dans la ville de Bath. Et c'est c'est réellement des blockbusters qui se produisent chez Madame Bitzer. Alors, Dolly Bitzer, elle prétend, mais les mauvais esprits disent que c'est de la pose et un pur mensonge, être de la famille de l'illustre cinéaste, enfin le directeur de photographie, Billy Bitzer. En attendant, mensonge ou pas, elle a le vent en poupe, ce qui n'est pas forcément du goût de Bérénice McDouglas. Bérénice McDouglas, elle aussi, elle est arrivée à Bath vers la fin du 19e siècle et elle a ouvert son théâtre, le théâtre de l'œil. Le théâtre de l'œil a rapidement attiré les foules. Et en 1905, tout le monde disait c'est Bérénice McDouglas qui attirera, qui amènera réellement la culture à Bath. Et le théâtre de l'œil, avec les nouveaux quartiers, a construit un grand bâtiment avec des splendides fauteuils en velours rouge. Mais avec le succès du cinéma, la foule commence à devenir de moins en moins nombreuse et Bérénice McDouglas est remplie
d'amertume. En effet, elle dit que, de toute façon, les gens veulent du dialogue. Ils vont bientôt se détourner de cette petite lubie passagère qu'est le cinéma. En attendant, les mauvaises langues persiflent et disent que Bérénice McDouglas a peut-être bu un peu trop d'éther. En effet, on se souvient de ces grandes soirées au Riverside Excelsior où elle faisait des desserts spéciaux, des bananes coupées en rondelles avec des oranges sanguines et par-dessus 4 à 5 cuillères d'éther. On dit qu'en coulisses, elle est parfois prise de crises terribles où elle hurle de terreur. Mais bon, ce ne sont après tout peut-être, encore une fois, que des rumeurs. En effet, il y a après tout des vraies raisons d'être en colère quand on est Bérénice McDouglas et que l'on voit arriver en ville des femmes plus jeunes qui arrivent à attirer les foules, qui arrivent à capter l'attention du public. Par exemple, Sophie von Stroheim, une fille de fonctionnaire autrichien exilé aux États-Unis, qui est arrivée à Bath, attirée par Dolly Bitzer, et qui a ouvert un cabinet de photographie, un salon dans lequel on prend des photographies, dans lequel on fait des expositions de photographies d'art. Son succès va croissant. Il y a également Elizabeth Crown qui est arrivée en ville récemment. Alors Elizabeth Crown, elle vient d'une famille extrêmement riche. Et elle a décidé de mener sa barque seule et elle est arrivée à Bath. Elle a vu une entreprise qui ne marchait pas extrêmement bien. Le patron des imprimeries, en effet, avait appliqué le principe de Whitener qui disait que ouais, le papier est d'argent, la confiance est d'or et il accordait de très gros crédits à ses clients. Elizabeth Crown a racheté la boutique et est désormais à la tête de toutes les imprimeries de la ville de Bath. Elle imprime sur ses fonds propres des cartes postales sur lesquelles il y a des petites photographies et des poèmes qu'elle écrit elle-même. Les poèmes sont un peu médiocres, il y a quelques jeux de mots, mais c'est son hobby, après tout, à Madame Crown. Le principal de l'argent qui arrive dans ses caisses vient en effet du monde de la presse, car les grands journaux se sont rassemblés dans les nouveaux quartiers. Après tout, il faut être au cœur de l'action, il faut être là où les décisions se prennent. Et les journaux sont donc les principaux clients d'Elizabeth Crown. Pour commencer, le Bath Observer, un journal de sensibilité démocrate qui a comme journaliste vedette Mark Taft. Mark Taft est un vieux monsieur qui est très content de son statut de journaliste. Il écrit, à vrai dire, de moins en moins lui-même ses articles, car il aime bien le rappeler aux aspirants journalistes. C'est facile de devenir journaliste, c'est beaucoup plus dur de le rester. Il règne un peu comme un vieux despote sur le Bath Observer, terrorisant les pigistes et journalistes qui ont moins d'expérience que lui, réservant son nom pour les articles qu'il juge les plus dignes d'intérêt. De l'autre côté du champ politique, de sensibilité républicaine, il y a le Coastline Herald et son journaliste vedette, Hugh Blage. Hugh Blage a un excellent réseau d'informateurs dans la ville. Il a toujours les bons tuyaux. Lui est toujours sur le terrain, contrairement à Mark Taft, et on craint sa plume qui est capable d'être assassine. Il est régulièrement,
très régulièrement attaqué par un autre journaliste, Eric Phillips. Alors, je reviendrai un peu plus tard sur Eric Phillips. Pourquoi attaque-t-il Hugh Blage? Eh bien, Eric Phillips veut révéler l'homosexualité de Hugh Blage qui n'est pas marié et il écrit régulièrement des articles à ce sujet. La plupart des bafois pensent qu'il s'agit là de pure jalousie. Quand on demande à Hugh Blage si ces accusations sont vraies, il hausse les épaules, adresse un petit sourire et dit oh, il ne répond pas. En effet, Hugh Blage continue à vivre sa vie. Il est effectivement homosexuel, il ne peut pas le revendiquer étant donné les mœurs de l'époque, mais l'ambiguïté dans laquelle il maintient ses interlocuteurs suffit. Eric Phillips, ça lui fait mal à l'estomac. Eric Phillips, lui, il a repris le journal de son père, qui avait le Pine Tree Sceptic. Le Pine Tree Sceptic avait en effet été fondé par le père Phillips et par Matthew Morris, dont je vous avais parlé dans le quartier de South Bend. Alors, le Pine Tree Sceptic, en plus de ses attaques nominales contre ses attaques contre la personne de Hugh Blage, c'est un journal qui se caractérise par son contenu haineux. Tout le monde en prend pour son grade. Tout le monde, sauf les WASP, bien entendu. Les Italo-Américains, les Germano-Américains, les catholiques, les végétariens, euh, tous ceux, tous ceux qui ne sont pas comme Eric Phillips sont un danger mortel pour l'Amérique. Et le Pine Tree Sceptic vomit des torrents d'injures, des rumeurs totalement infondées, des, des articles divers et variés qui tournent un peu en rond sur le même chemin des obsessions de Monsieur Phillips. Mais Monsieur Phillips a des gens qui sont prêts à l'écouter dans la ville de Bath. Matthew Morris, bien évidemment, même s'il est trop vieux pour écrire, euh, achète encore régulièrement le Pine Tree Sceptic, mais il n'y a pas que les vieillards qui sont séduits par ces discours. Il y a des pans entiers de la ville qui sont prêts à croire que les Écossais, le peuple de la tourbe, en fait, ils font des rituels tous les soirs. C'est la raison de leurs mœurs légères et dépravées, etc., etc., etc. En effet, l'époque dans laquelle nous sommes en 1921 est une époque où il y a, en plus de la société de consommation, un vent qui souffle. Mildred Temperance Salter est quelqu'un qui souffle également. C'est une pasteur pentecôtiste qui est arrivée dans les nouveaux quartiers à bord de son camion avec son mégaphone pour prêcher. Elle a rapidement rassemblé des fidèles qui l'écoutaient prêcher au mégaphone et qui ont même commencé à enregistrer ses prêches sur des 78 tours. Ainsi, dans la rue, des fois, lorsque l'on marche dans les nouveaux quartiers, on voit quelques fidèles de tempérance qui diffusent les prêches de leur guide. Les fidèles sont tellement persuadés que Mildred Temperance est une sainte, enfin, touchée en tout cas par la grâce divine, parce que les pentecôtistes ne croient pas au culte des saints, qu'ils lui ont érigé une église, qu'ils lui ont érigé une maison, et ce culte n'attend
que de nouveaux moyens pour propager la bonne parole du Seigneur dans les esprits de tous les habitants. Elle préfigure le téléévangélisme qui commencera un tout petit peu plus tard. Il y a également des personnes qui sont profondément heurtées par les nouvelles technologies, ce monde nouveau qui est en train de se construire. Fiona Stephens en est un parfait exemple. Son fils est mort, écrasé par une voiture, au début du XXe siècle. En effet, le développement de l'automobile a été un peu chaotique au début du XXe siècle. Il n'y avait pas vraiment de code de la route, pas vraiment de chaussées séparées entre les piétons et les voitures, et les accidents étaient extrêmement nombreux. Fiona Stephens est donc à la tête d'un comité, Justice pour Stephens, qui s'oppose profondément à l'automobile et réclame des restrictions, voire des interdictions dans certains quartiers de la ville. Bien évidemment, cela ne plaît pas à tout le monde, mais Fiona Stephens a un public qui partage ses craintes. En effet, la question de l'encadrement de l'automobile est liée forcément à la question de la police. Or, en 1921, le shérif de la ville, Andrew Lloyd, est dans un mauvais état. Il a subi une attaque et il est en fauteuil. Et il ne parle presque pas, seulement à l'oreille de son infirmière. Et la personne qui est chargée de tenir les policiers, c'est Reginald Chilton. Son frère est un pasteur dans South Bend. Reginald Chilton est issu d'une bonne famille bafoise, mais Reginald Chilton a un caractère un peu tendre. Ce lieutenant de police a passé des décennies à faire du travail administratif. Il est monté lentement dans la hiérarchie. Il veut bien faire, il n'aime pas le conflit et il est naïf. Il est de bonne humeur, oui, mais la police, c'est un travail qui nécessite de pouvoir tenir la police pour pouvoir assurer la sécurité des citoyens. Et Reginald Chilton est un peu dépassé par sa base. On se souvient du précédent shérif, John Langlois, accusé d'être un alcoolique notoire. John Langlois était un policier issu du rang. Il avait fondé en 1906, dans le commissariat, qui est juste là, dans la ville, il avait fondé un club de tir. Ça l'avait fait grimper en popularité au sein des agents de police. Ce club de tir, au début, il servait exclusivement à s'entraîner, à améliorer ses performances, ce qui est tout à fait normal pour un agent de police. Mais au fil des années, le club de tir est bien plus devenu le lieu pour que les policiers puissent se défouler. Et il y a eu des civils qui ont commencé à pouvoir venir pour des rencontres de tir sportif, amical, mais c'est devenu un lieu où les mauvaises passions se sont développées. John Langlois n'est plus dans la police. Mais Eugene Farnsworth, le sergent Eugene Farnsworth, s'y trouve. Il est moins gradé que Reginald Chilton, qui est lieutenant, et il est archiviste. Alors, Farnsworth, il a un profil un peu atypique.
Farnsworth, il n'a pas tout le temps été policier. Il a été barbier, puis magicien. Sa carrière de magicien ne s'est pas très bien passée. En effet, il a tué l'un de ses assistants avec une grosse pierre. Il a été acquitté au bénéfice du doute, mais il a quand même... Non, il n'a pas été acquitté, pardon, il a payé sa caution, parce qu'il y avait des doutes, il a pu partir, et il est revenu dans l'état du Maine, parce que deux sûretés valent mieux qu'une quand même. Et Farnsworth est devenu policier. Farnsworth n'était pas un policier très zélé. C'est un policier qui a tendance à répéter ce qu'on lui dit, et certains ont l'impression que le sergent Farnsworth freine des quatre fers toutes les enquêtes de police, surtout lorsque ces enquêtes de police concernent des victimes qui ne sont pas WASP. En effet, Eugene Farnsworth n'est pas... Comment dire cela? C'est un lecteur assidu du Pine Tree Sceptique a priori. Il passe son temps au sous-sol et il est assez proche de John Langlois. Il y a également dans la police de Bath des personnes très intègres. Trevor Mounts en est l'un des exemples les plus frappants. Ce policier a toujours été en poste. Il n'est que caporal, il n'a pas gravi beaucoup d'échelons. Trevor Mounts est honnête, mais Trevor Mounts a un respect fanatique de la chaîne de commandement. Jamais, au grand jamais, Trevor Mounts ne désobéira à ses supérieurs. Il lui est arrivé, lorsqu'on lui ne lui disait pas expressément de ne pas communiquer sur des affaires, de faire fuiter des informations dans la presse, d'alerter l'opinion, de pousser comme il pouvait pour que justice soit faite. Mais Trevor Mounts a l'obligation d'obéir à sa hiérarchie. Et il lui arrive bien régulièrement d'être puni, c'est-à-dire affecté à des postes sans aucun intérêt. Travail administratif, tournée bien lointaine dans les bois, ce genre de choses. Sous lui, il y a des agents de police qui ne se font jamais blâmer, ou si peu. L'un d'entre eux, c'est Lenny Pratt. Lenny Pratt, avec ses moustaches, est un membre revendiqué du Ku Klux Klan. Lui, ce qu'il déteste vraiment, ce sont les Irlandais. Lenny Pratt est incompétent, violent, mais il a tout de même un certain crédit. En effet, lorsqu'il mène des interrogatoires, bien souvent, il parvient à avoir des aveux. Derrière cette police qui fonctionne si mal dans la ville de Bath, il y a un homme qui est toujours présent, Fyodor Souvarine, enfermé au sous-sol. C'est le médecin légiste du commissariat. Il voit les cadavres passer devant lui et il a un caractère profondément mélancolique. D'origine russe, la révolution bolchevique l'empêche désormais d'avoir ses petits gâteaux. Il lui reste un dernier stock qu'il avait fait venir à grands frais jusqu'à Bath. Fyodor Souvarine a en effet une âme pure. Il a soigné, dans la Russie tsariste, un anarchiste qui était blessé, bien qu'il ne partage pas ses convictions. Et il a dû fuir. Il s'est retrouvé à Bath comme on se retrouve jeté par la marée. Et il a vu
tellement d'horreur dans cette ville, tellement de crimes atroces, qu'il est tout simplement terrifié par tout. Il pense qu'il faut vivre doucement, modérément, en faisant attention aux voitures, parce que, une voiture, vous savez pas ce que ça peut faire à votre corps. La cuisine, il faut pas avoir trop d'ustensiles dedans, parce que si vous saviez ce qu'on peut faire avec, il est compétent et il envoie régulièrement ses rapports aux archives du commissariat. C'est l'un des grands témoins de ce qui se passe dans la ville de Bath, mais il ne parle que peu, son regard triste penché sur les chairs mortes. Voilà le dernier personnage que je vous présenterai dans les présentations de quartier. Nous avons en effet fait le tour du 13e et dernier quartier de la ville de Bath. Si jamais vous avez envie de déguster du Passamaque au Drail, vous pouvez le faire lors de la 5e édition de la campagne municipale de Bath qui se tiendra cette année du 6 au 13 août. Vous pourrez avoir toutes les informations là-dessus sur notre Discord dans le salon dédié Bath 5. Ah, donc ça c'est des bouteilles de Passamaque au Drail de l'année dernière. Bien évidemment, cela n'empêchera pas l'inévitable d'arriver. Là c'est une photo de la 3e édition de Bath. Alors, comme je le disais, on a terminé les présentations de quartier. À partir de la semaine prochaine, on va avoir un petit temps qui sera consacré à des points de contexte historique et ces points seront animés par notre cher Damien. Alors, ces 13 quartiers, qu'est-ce que ça a qu'est-ce que ça a qu'est-ce que ça a qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, je suis ravi de vous annoncer que nous avons à peu près 200 pages de notre manuel qui sont désormais écrites et illustrées. Nous nous dirigeons vers un financement participatif fin septembre, qui commencerait fin septembre. On vous communiquera bientôt les dates pour que vous puissiez les noter d'une pierre noire dans vos agendas. Et en attendant, nous, on va continuer à écrire, écrire, écrire et à faire perdre les pédales aux joueurs cet été, mais également en convention. Nous avons en effet une soirée qui est prévue le vendredi 7 juin à Malakoff en région parisienne. Et ce sera une soirée jeu de rôle horrifique avec nos copains de 27C. C'est une soirée qui est organisée par Opal Rollist à La Trézo. Un tiers-lieu. Et donc l'idée c'est de vous proposer de venir jouer avec nous sur des formats qui sont plus courts qu'une semaine parce que nous n'aurons qu'une soirée, mais également rencontrer nos équipes. N'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Et je vais vous dire bonsoir. Passez une excellente, immonde nuit de la Valpurgis. Pensez à Cthulhu, pensez à Dagon, pensez à Mérhydra, pensez à Nyarlathotep, pensez à Yog-Sothoth, pensez à Azathoth, pensez à tout ce qui donne un peu de sel dans la vie. Si jamais vous êtes sur Twitch, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes sur YouTube, un petit pouce bleu, un commentaire, un partage. Tout ça, c'est bon pour les algorithmes. Merci d'avoir suivi les présentations de quartier de la ville de Bath. Ia Ia, Cthulhuftagn, à bientôt les poulpistes.